Myanmar, la Birmanie, entre la Chine, l'Inde et le Bangladesh, en bordure du golfe du Bengale, l'une des merveilles de l'Asie du Sud-Est. Le pays reste gouverné par une junte militaire qui utilise la répression comme seul moyen de persuasion. Indépendante de la couronne britannique depuis 1948, elle n'a eu de cesse de connaître depuis une instabilité politique chronique. 57% de ses 48 millions d'habitants vivent toujours dans les campagnes. Et 4 millions d'entre eux habitent Rangoon, la capitale. Les Birmans sont pour l'essentiel bouddhistes Theravada, une branche traditionnelle qui associe à cette religion des éléments animistes. Myanmar est aussi célèbre pour ses 1000 pagodes d'or. La plus célèbre d'entre elles, le Golden Rock. Depuis les années 90, le pays connaît un fort développement économique. Mais en dépit de ses richesses naturelles, bois précieux, pétrole, pierres précieuses, la Birmanie reste un pays pauvre, essentiellement agricole. Sur le lac Inle vivent les Intas, les fils du lac, un peuple de pêcheurs et d'agriculteurs. Pour vivre dans cet environnement, ils ont développé des techniques uniques au monde. Pour ramer, tout en conservant l'usage de leurs mains, ils ont appris à utiliser leurs pieds. Ce matin, Ouen part à la pêche. Il se sert d'une nasse en bambou traditionnelle. Dans ces eaux peu profondes, elle est beaucoup plus adaptée qu'un filet. Dès qu'il aperçoit des poissons, il plaque sa nasse sur le fond recouvert d'algues. Puis avec un trident, il pique le fond pour les faire remonter dans le piège. Les prises sont généralement des carpes, des anguilles et des poissons tigres. Les Intas pêchent aussi en groupe. Le lac mesure une 50aine de kilomètres de long sur 7 de large, mais sa profondeur ne dépasse jamais 5 mètres. Ouen rame jusqu'au marché flottant. Il y a foule aujourd'hui. Sa pêche n'a pas été prolifique, mais il devrait pouvoir en tirer un bon prix. Pas besoin de longs marchandages, il tombe vite d'accord. Ce n'est pas avec cela qu'il deviendra riche, mais cela suffira pour le strict nécessaire. Un peu plus loin, Ouen retrouve sa femme, Wiwitua. Elle profite de leur passage au marché pour acheter des feuilles séchées qui serviront à la confection de cigares aromatiques. Les cheroots. Ce sont les femmes qui les roulent. Cette fois, elle a trouvé des feuilles de bonne qualité. Elle n'hésite pas à en prendre une grande quantité.
Les Intas sont également des jardins flottants. Des îlots formés par les algues et les herbes aquatiques qu'ils recouvrent de terre et où ils cultivent tomates, salades, haricots. Les bandes cultivées sont particulièrement fertiles. Elles font en moyenne 15 mètres de long sur 1 à 2 de large. Elles sont ancrées au fond du lac au moyen de perches en bambou. Owen et sa famille vivent à Popa, au milieu du lac. Un village sur pilotis qui abrite 1 millier d'habitants. En tout, les Intas sont 80 000 installés dans 64 villages. Leur origine est controversée. Les Intas pensent qu'ils sont les descendants des Bagan, une ethnie du sud du pays. Ils se seraient installés dans cette région au XIIe siècle à la demande du roi Narapati Sittu. D'autres théories les voient comme des Dawei, un peuple originaire de la frontière avec la Thaïlande. Les fréquents affrontements entre les Myanmar et les Thaïs les auraient forcés à émigrer plus au nord. Quoi qu'il en soit, les Intas ont su avec intelligence s'inventer un nouveau mode de vie. Nous ne pouvons plus nous imaginer une existence sans l'eau. Nous nous nourrissons des produits du lac et nous y habitons. Et cela depuis des générations. Nous, les Intas, nous sommes tout simplement d'ici. Owen est attendu par toute sa famille pour le déjeuner. Rien n'est gâché dans le poisson, la base de leur alimentation. Les abats servent à préparer une sauce. Le reste de la carpe est mariné avec des épices, de l'ail et quelques oignons frais en provenance directe des cultures maraîchères du lac. Toutes les générations vivent sous le même toit. Une fois le repas terminé, la famille se remet au travail. Chacun a ses activités. Rouler des cigares offre un revenu de complément. Wiwitua rapporte ainsi à la maison 150 kyat, 20 € chaque jour. Pour cette somme, je dois rouler 1000 pièces par jour. Et j'y arrive bien. Ce n'est pas beaucoup d'argent, mais ça nous aide. De ce point de vue, c'est bien que je puisse faire ce travail. Grâce à cet argent, la famille peut se permettre d'envoyer ses enfants à l'école. Pour se protéger du soleil, les Intas, comme beaucoup de Birmans, s'enduisent le visage de tarnaka, une pâte à base d'huile ou d'eau et de bois de citronnier. Le lac est parsemé de monastères et de temples. Phang Da-U est le plus impressionnant d'entre eux. Il est construit sur pilotis. Sa pagode dorée abrite 5 statues de Bouddha
elles aussi recouvertes d'or. Owen, comme tous les habitants du pays, est très croyant. Il ne manque jamais de venir remercier les dieux pour tous les bienfaits du lac et déposer à son tour une petite feuille d'or sur les statues. Rangoon ou Yangon, la capitale du pays, vit aussi au rythme de l'eau, celle du fleuve Liang qui la relie à la mer. Mais l'atmosphère est totalement différente. Le développement économique de ces dernières années a fait pousser des immeubles modernes dans bien des quartiers de la ville. Mais il ne faut pas aller loin pour y retrouver la Birmanie authentique. Au cœur de la ville, les pagodes brillent de mille feux. Le Shwedagon, haut de 107 mètres et vieux de 2500 ans, est le temple bouddhiste le plus sacré du pays. Des milliers de diamants ornent la pointe de ces stupas dorés à leur fin. Le complexe religieux s'étend sur 5 hectares et demi. Une succession de temples, de statues qui brillent toutes du même éclat jaune. L'or fait partie intégrante du culte. C'est l'offrande par excellence pour tous les croyants. Dans la pagode Mahamuni, à Mandalay, trône l'une des représentations de Bouddha la plus vénérée. La légende prétend qu'elle est l'une des 5 statues érigées de son vivant. Les pèlerins déposent chacun une petite feuille d'or. Avec le temps, l'épaisseur de cette effigie a ainsi augmenté de plusieurs centimètres. Cette offrande rituelle est fabriquée ici, à Mandalay. Pour ce faire, les femmes empilent de fines tranches entre 2 épaisseurs de papier de bambou. Les hommes martèlent la pile pendant plusieurs minutes, le temps que se remplisse une demi-noix de coco. Au bout de 110 coups, la coupe est pleine. Puis ils retournent la pile et se remettent à l'œuvre. Le processus se répète inlassablement pendant 5 heures. Au final, l'or s'est transformé en feuilles vaporeuses et fragiles. Elles sont alors étalées sur du papier de riz, puis conditionnées et réunies en petits paquets. Elles seront vendues dans toutes les pagodes du pays. Lors des célébrations, seuls les hommes ont le droit d'appliquer les feuilles d'or sur les statues. Les femmes sont cantonnées à la prière dans un petit vestibule du sanctuaire. Certaines choisissent pourtant de se retirer dans la prière. Au monastère Nyanasari, à Yangon, elles sont 250 à partager leur vie entre ascèse et méditation. Les bouddhistes aspirent à briser le cycle des réincarnations pour enfin atteindre le nirvana. Pour mériter cela et trouver le chemin, ils doivent suivre les enseignements du Bouddha. Le Theravada, la voie du bouddhisme pratiquée au Myanmar,
est l'une de celles qui se caractérisent par la plus stricte observation des enseignements de Siddhartha. À Mandalay, chaque matin, des milliers de moines partent en ville mendier pour se vêtir, se nourrir. La coupelle qu'ils tendent aux passants est un des maigres biens qu'ils ont le droit de posséder. Les religieux ne sont autorisés à prendre qu'un seul repas par jour et toujours avant 11h30. Il y aurait 250 000 moines dans le pays. Une grande partie d'entre eux se consacrant à l'étude et à l'enseignement. À cela viennent s'ajouter les milliers de Birmans qui font une retraite monastique. La coutume en impose 2 par vie, mais certains n'hésitent pas à en faire 3. Le chiffre porte bonheur. La première se déroule généralement entre 5 et 15 ans. Ils sont alors samanera, moines novices. La seconde, après 20 ans. Ils deviennent pongyi, moines à part entière. Presque tous les garçons prennent également part au Shinpyu, la cérémonie du noviciat qui apporte mérite et prestige à leur famille. Accueille plus de 1000 moines. La première étape dans la vie du jeune moine, se raser la tête en signe de renoncement. Une fois les tâches ménagères terminées, l'essentiel du temps est consacré à l'étude des préceptes de Bouddha. Ashin Kelaza est l'un des maîtres du monastère. Ses élèves ne doivent pas apprendre par cœur, mais comprendre et intérioriser les principes les plus importants de la religion. La morale, la sagesse et la discipline. Pour Bouddha, la méditation est l'une des disciplines spirituelles. C'est une technique qui aide l'esprit à s'ouvrir à de nouvelles idées. Agir conformément à la morale et reconnaître les choses telles qu'elles sont réellement, ce chemin conduit à la paix intérieure. Il n'y a pas de Dieu tout-puissant dans le bouddhisme. Celui qui veut rompre le cycle des souffrances doit agir par lui-même pour y remédier. L'enseignement n'est pas uniquement dispensé au sein du monastère. Ashin Kelaza emmène ses élèves sur le Irrawaddy, le plus grand fleuve du Myanmar. Direction la petite ville de Mingun. Cette cloche a été coulée en 1790. C'est la deuxième plus grande du monde. Elle a survécu au puissant tremblement de terre de 1838 qui a détruit le temple resté inachevé. Un cas unique dans le pays. La base du stupa mesure déjà 50 mètres de haut. S'il avait été terminé, il serait aujourd'hui le plus haut et certainement le plus splendide du pays. De retour à Maha Gandhayon, les moines se rassemblent pour la prière du soir.
son côté, Ashin Kelasa se retire pour aller méditer sur la montagne Mandalay, comme Bouddha l'a fait avant lui. Non loin de Mandalay se trouve la ville de Bagan, la première capitale du royaume fondée en 849 de notre ère. L'un des sites archéologiques les plus spectaculaires de Birmanie. Rien de plus magique pour le découvrir qu'un survol en montgolfière. Petit matin, Jackie Hibberd et son équipe d'une vingtaine de personnes préparent minutieusement le ballon. Huit passagers peuvent prendre place à bord de la nacelle. Sur 40 km s'égrènent 3000 stupas et pagodes datant du XIIe siècle. Jackie est anglaise et pilote depuis 12 ans. Elle est arrivée ici un peu par hasard. Au départ, elle a eu quelques difficultés avec les autorités. Une femme ne pouvait être autorisée à voler au-dessus de Bouddha. À force de patience et de persévérance, elle a réussi à les convaincre. À chaque fois que je suis en l'air, j'ai une poussée d'adrénaline. C'est assez difficile de tirer toujours le meilleur parti des vents pour se diriger. La géographie et le climat me permettent ici, selon les différentes altitudes, d'évoluer sur 180 degrés. C'est-à-dire que je peux me diriger dans n'importe quelle direction sur 180 degrés en utilisant les différents courants aériens. Jackie essaye de passer au plus près des temples le long du fleuve Irrawaddy. Nombre d'entre eux ont dû être restaurés. Un tremblement de terre dans la région en 1975 a causé de graves dégâts. Bagan est l'ensemble architectural le plus important d'Asie. Ces monuments constituent l'ultime réalisation artistique et technique d'un art bouddhique original et novateur. Les styles, les dimensions, les décorations sont variées, mais s'intègrent dans une unité d'élaboration conceptuelle et technique. Il y a toujours quelque chose à voir ici. Pas seulement les pagodes, mais aussi les champs et les gens dans leur village. À chaque vol, il se passe vraiment quelque chose de nouveau, qui le rend unique. C'est aussi une motivation pour le pilote, on ne s'ennuie jamais. Jackie guide son équipe par radio vers le point d'atterrissage. La manœuvre la plus délicate du vol. Jackie a été conquise par la beauté de Bagan et par l'accueil chaleureux de la population. Elle aime elle aussi venir régulièrement admirer le paysage depuis la terrasse de l'un de ses nombreux temples.
Tout est différent ici. Je ne pourrais pas affirmer que la vie est meilleure en Europe. Ici, les gens ont d'autres choses et d'autres valeurs. Mais en tout cas, cela m'a amené à remettre en question certaines choses qui étaient jusque-là tout à fait normales pour moi. La sérénité qui émane de ces lieux aux premières lueurs du jour est un cadeau merveilleux. Direction les montagnes Shan dans le Triangle d'Or, à la frontière de la Birmanie avec la Thaïlande et le Laos. Dans les vallées, la récolte du riz se termine. Les paysans viennent vendre leur excédent sur les marchés des villages. Celui de Katao est traditionnellement le point de rencontre des 10 ethnies qui peuplent ces montagnes. Chaque peuple a son costume traditionnel, sa langue, ses coutumes. Mais tous arrivent à se comprendre pour vendre et acheter les marchandises. Il y a les Haka et leur couvre-chef emblématique. Les Palang qui attirent l'attention avec leurs grandes boucles d'oreilles en argent. Les Han et leurs costumes noirs. Les femmes de cette ethnie reprennent des forces avant de repartir vers leur village. Il se situe à 800 mètres au-dessus des hauts plateaux. Après une longue montée sur des sentiers abrupts, voici Pintao. Les habitations des Han semblent plantées dans un décor hors du temps. Pourtant, la modernité n'est pas loin. C'est aussi dans cette zone difficilement contrôlée par les États qui l'abordent que se cultive le pavot qui alimente le marché mondial de la drogue. Mais les Han, ce peuple tranquille, vit de la culture du riz et de légumes. Ils n'aiment pas l'opium, mais préfèrent la noix d'arec qu'ils mastiquent pendant des heures. En fait, notre village se trouve dans un quadrilatère. Là-bas, de l'autre côté de la montagne, se trouve la Chine. Eksan est le chef du village. Il est fier de ses aménagements. Nous faisons venir l'eau du petit ruisseau là-haut. Cela fonctionne vraiment bien. Pour teindre leurs vêtements, les femmes utilisent des feuilles qu'elles ramassent dans les forêts environnantes. Les étoffes, les fils ou la laine sont mis à tremper quelques jours. Mais ce que préfèrent les Han, c'est de passer leur journée à mâcher de la noix d'arec. Eksan indique la marche à suivre. Une feuille de poivre de noix d'arec, une noix et le mélange suivant. Clous de girofle, extrait d'acacia, anis, tabac et bois de réglisse et un peu de chaux qui libère les alcaloïdes qui provoquent la griserie.
Une spécialité particulière de Pintao, l'alcool de riz. Les ingrédients, riz, piment et gingembre. L'ensemble est concassé avec un peu d'eau, puis mis à fermenter. Après quelques jours, la pâte séchée est dissoute dans l'eau, puis le liquide est mis à nouveau à fermenter. Une autre spécialité des Han, la vannerie. Ils tressent de grands paniers qui servent à transporter à peu près tout. Croyez-moi, personne ne fabrique d'aussi solide et bon panier que moi. Chaque jour, le village se réunit dans la hutte communautaire. Autour d'un tonneau d'alcool de riz, les palabres commencent. Tous boivent ensemble à l'aide de longues pailles. Personne ne sait quand il se termine. L'alcool aidant, la réunion a entre-temps parfois viré à la prière ou à la fête. Dans l'état de Kayak à l'est de Myanmar, vivent les Padang, une autre ethnie rendue célèbre par les ornements de leurs femmes. Elles portent les fameuses carènes le long de leur cou. Ce sont les femmes girafes. Les femmes Padang glissent des anneaux de laiton autour de leur cou dès l'âge de 5 ans. Grâce à eux, il peut s'allonger de 20 cm. L'origine de cette tradition reste mystérieuse. Certains prétendent que c'était une protection contre les attaques de tigres, un subterfuge pour protéger leur or ou la conséquence d'une superstition. Une tradition interdite en Birmanie, mais qui se poursuit en Thaïlande. Au final, l'ensemble peut peser jusqu'à 10 kilos. Chérie est aussi une Padang, mais elle a décidé de s'opposer aux traditions de sa tribu. Elle ne porte ni anneaux, ni vêtements traditionnels. Chaque Padang doit pouvoir choisir si elle veut porter les anneaux ou pas. Moi, je les trouve inconfortables et je ne les porte pas. Ma mère n'en a pas non plus. Mais avant, c'était aussi une question d'argent. Autrefois, nous ne pouvions pas nous le permettre. Car les Padang sont devenus une attraction touristique. Certains ont même été installés pour cette raison en bordure du lac Inle. Les étrangers payent pour les voir. Petit à petit, le tourisme s'est développé dans le pays, malgré la dictature. Mais la beauté de ces paysages avait déjà séduit dans les siècles passés de nombreux étrangers. C'est ici, dans un bungalow sur la plage de Nugapali, au bord de l'océan Indien, que Rudyard Kipling a commencé à écrire son œuvre la plus célèbre, Le Livre de la jungle. Le premier village de pêcheurs, Lonta, est à quelques kilomètres au sud. L'océan joue encore un rôle essentiel dans la vie de ses habitants.
Comionet s'est spécialisé dans les huîtres. Il plonge sans bouteille et peut rester plusieurs minutes en apnée. Enfant déjà, je faisais souvent l'école buissonnière pour aller à la pêche. La mer, c'est tout simplement ce qu'il y a de plus important pour moi. Il pêche aussi au harpon, mais sa vraie passion, c'est l'observation du monde sous-marin. Ma plus belle expérience remonte à l'année dernière. Nous avons rencontré un groupe de requins-baleines. Ils n'étaient pas dangereux, on pouvait même les toucher. C'était vraiment extraordinaire. Aujourd'hui, sa pêche lui a réservé une belle surprise. Une perle. Et c'est toujours quelque chose de magique. Sur le marché, le poisson frais ne manque pas. Oliver Essotet, le chef cuisinier du célèbre hôtel Bayview, vient faire ses courses presque tous les jours. Après plusieurs années sur place, Oliver, d'origine allemande, connaît maintenant la plupart des commerçants. Au début, la population locale avait une conception très étrange des touristes. C'était drôle. La première saison, on a rapporté une fois à ma femme que les gens du village auraient dit à leurs amis, dont la fille travaillait à l'hôtel, qu'elle devrait porter un couteau sous sa jupe. Lorsqu'on nous demanda pourquoi, on nous répondit « Si les touristes sont déjà allongés à demi-nus sur la plage à la lumière du jour, que sont-ils capables de faire la nuit venue ?» À côté de son métier de cuisinier, Oliver s'est engagé dans des projets sociaux. Dans l'un de ses workshops, il forme de jeunes Birmans au métier de menuisier. Ici, on fabrique des réchauds solaires, une méthode idéale pour la cuisson sous ces latitudes. Mais les modèles ne sont pas aussi performants que celui dont il dispose à l'hôtel. Oliver ne manque jamais une course de bœufs, des compétitions qui font partie du quotidien en Birmanie. Les participants piaffent d'impatience et aujourd'hui, les concurrents sont de bons voisins. €20 de récompense attendent le vainqueur. Les chars s'élancent, leurs conducteurs n'hésitent pas à pousser les animaux car la prime est bien au-delà de leur salaire mensuel.
particulièrement les sports et les compétitions. Mais il en est un qui détrône tous les autres. Un spectacle tout en muscles et en musique. La boxe. Les règles sont simples, on peut frapper son adversaire avec toutes les parties du corps, à l'exception de la tête. 5 rounds de 3 minutes. L'orchestre suit le rythme du combat. Le rythme s'accélère en fonction de son intensité. Entre les rounds, les entraîneurs interviennent pour remonter le moral de leurs poulains. La boxe de Myanmar est une tradition qui remonte à plus de 1000 ans. Les Britanniques l'avaient interdite lorsqu'ils contrôlaient le pays, mais dès leur départ, l'organisation des combats a repris. Les matchs de championnat ont lieu au stade de Aung San à Yangon. De grandes compétitions sont organisées lors des fêtes traditionnelles du pays. La capitale, cette fois, est en effervescence pour Tingyan. La fête du Nouvel An bouddhiste, dite aussi fête de l'eau, en avril. Chotoya, le chef de l'hôtel Savoie, est en plein préparatif. Habituellement, les gens vivent très calmement et sereinement. Mais tout le monde participe à la fête de l'eau. C'est un peu comme une fête nationale. Des chars improvisés se dirigent vers le centre-ville. Tous à bord sont armés de pistolets à eau. Sur l'une des grandes avenues, les tribunes arborent des dizaines de tuyaux multicolores raccordés à une citerne. Komyone prépare la tribune où 150 personnes vont prendre place. L'installation dure déjà depuis 5 jours. C'est un énorme investissement. À 9h, les festivités commencent et là, plus question de rester au sec. La ville s'asperge généreusement. L'ambiance est survoltée et plus rien de bouddhiste dans tout cela. Un grand défoulement collectif. Je me sens mieux. De mieux en mieux. Vers midi, les premiers signes de fatigue se font sentir. Les parkings de Yangon se transforment en aires de repos. Mais certains apparemment n'en ont pas eu assez. Au Shwedagon, le temple d'or, les festivités sont plus solennelles.
Les croyants se pressent par centaines pour célébrer la nouvelle année. Mais en prière cette fois. Loin de la frénésie des rues, Tingyan est aussi un grand moment de spiritualité. Makin Twitchi a 17 ans. Elle a choisi cette année de privilégier la religion. Je ne veux pas du tout aller à la fête de l'eau. Prier est plus important pour moi. Mes parents m'auraient même permis d'aller à la fête, mais je ne veux pas. Je prie afin de réussir mes examens à l'école. S'asperger a bien entendu une signification plus profonde. Se purifier. Le corps et l'esprit doivent retrouver leur virginité avant de commencer une nouvelle année. Ce qui était autrefois exclusivement une coutume religieuse est devenu également une fête populaire. Dans les rues de Yangon, les ébats aquatiques reprennent l'après-midi. Ils ne s'achèveront qu'à la tombée du jour. Les concerts, les spectacles de danse traditionnelle et les attractions en tout genre prennent le relais. Les célébrations se poursuivent ainsi pendant 3 jours. Tingyan est la fête la plus importante de l'année. Ce mot vient du pali et du sanskrit, langue dans lesquelles il signifie changement. Et les choses bougent vite en Birmanie. Mais il reste encore au régime politique à se transformer. Là seulement, le tableau deviendra idyllique.